France Brel, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis et peut-être un peu intimidés d'être avec vous aujourd'hui et de passer ce moment. On va parler du grand Jacques, de votre père, dans le cadre de deux ouvrages que vous venez d'achever, qui sont édités par la Fondation Jacques Brel. Donc Jacques Brel, auteur, et Jacques Brel, chanteur. Qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de raconter cette vie de cette façon? Beaucoup de choses, mais je vais déjà rebondir sur le mot vie, parce qu'en fait, on pourrait le penser, mais il ne s'agit pas d'une biographie. Mais le fait de ranger les chansons de manière chronologique donne le tissu de la vie qui est derrière et permet effectivement de jongler avec la biographie de Jacques, puisque un des souhaits, parce qu'il y en a plusieurs, un de mes souhaits, c'est vraiment de mettre un contexte biographique dans les chansons. Avant, les chansons étaient présentées de manière, je veux dire, par ordre alphabétique. Donc, on cherchait une chanson, mais elles étaient sorties de leur contexte. Et je pense que dans l'œuvre de Jacques, dans ses textes, dans ses chansons, il y a une cohérence, une continuité, et qu'il y a, à mon sens, il y avait tout à fait moyen de tirer, je dirais, des fils rouges, des histoires qu'il raconte, comme si en fait, plusieurs chansons racontaient la même histoire, mais autrement, avec d'autres personnages. Mon père va écrire énormément de chansons sur l'acte d'attente. Et l'acte de l'attente, pour lui, est fondamental parce qu'il veut le combattre. Et beaucoup de chansons parlent de l'attente, mais avec différents personnages. Ce qui m'a aussi poussée à écrire, c'est que je me suis dit que je n'étais pas dans la précipitation. Et c'est important. Parce que j'aurais pas pu écrire, je veux dire, 5 ou 10 ans après son décès, et puis parce que beaucoup de personnes écrivaient. Et peut-être que j'ai voulu attendre de lire ce que les autres disaient de lui, ce que les autres avaient envie d'expliquer, parce que justement, je voulais pas expliquer. C'est-à-dire que j'ai décidé d'écrire ce livre, Jacques Brel, auteur, pour mettre Jacques dans son rôle qui lui tenait le plus à cœur, à savoir écrire, son besoin d'écrire, aller aux sources de son inspiration et de mettre en évidence deux grandes sources d'inspiration, à savoir son enfance et la musique. Souvent, avec Jacques, j'avais constaté qu'on dit souvent les mêmes choses. Et à force de dire souvent les mêmes choses, on réduit un personnage à de l'énergie, certes, qui est là, à une fougue, à une passion de vie qui est là, mais ce qui me semblait le plus intéressant, c'est d'aller voir ce que les gens ne perçoivent pas toujours. Et la musique est fondamentale, l'amour des mots est fondamental, son besoin d'écrire est fondamental, son intention de donner des mots, d'offrir des textes, d'offrir des chansons, c'est très important pour lui. Alors, vous parlez de l'enfance, et c'est vrai qu'on découvre un Jacques Brel enfant, notamment à travers des écrits, des cahiers d'enfants, des petites lettres adressées à sa mère. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots quel a été le terreau de cette enfance? L'enfance de Jacques se passe dans un climat particulier qui va connaître la guerre. Alors, je n'ai pas connu, nous n'avons pas connu ce moment-là, mais être enfant et voir à quel point les êtres humains peuvent s'entretuer, je pense que ça marque de manière fondamentale pour toute une vie. Et son besoin d'amour a peut-être pris racine dans cette haine entre les êtres humains. Dans la famille, Jacques est le dernier. C'est vraiment le petit dernier, puisque son frère aîné a 5 ans de plus que lui, et ses parents sont âgés. Et donc Jacques vit son enfance dans un ordre établi, dans un ordre beaucoup trop structuré pour lui, et donc il s'ennuie. Et le fait même si c'est un enfant joyeux, qui aime rire, on peut à la fois aimer rire, s'amuser et s'ennuyer. Il s'ennuie, et comme il s'ennuie, il se sent isolé, et donc il s'invente un univers. Et voilà, Jacques a envie de raconter des histoires, parce que peut-être qu'il imagine que la vie serait peut-être un peu mieux autrement. Alors on la raconte autrement, et il n'a jamais mis de frein à son imagination. Donc voilà l'enfance de Jacques. Comme c'est la guerre, on y revient, il n'y a pas beaucoup de loisirs.
Mais en Belgique, à Bruxelles, il y a quelque chose d'extraordinaire quand même pendant la guerre, c'est le développement des concerts dans la maison de la radio, à l'époque qu'on appelle l'INR. Il va apprécier la musique. Et là se passe dans la solitude de cet enfant, préadolescent, adolescent, tout un univers, un monde de l'imaginaire qui se construit. Et toute sa vie, il dira que pour lui, écrire une chanson, c'est à la fois la musique et les mots. Absolument. Parce qu'il a besoin des deux. Et après, la vie va faire qu'il va plus aller vers l'écriture, mais par humilité, parce qu'il n'aura pas appris la musique. Mais toute sa vie, il va l'apprécier. Et il dira d'ailleurs, c'est la seule chose qui me détende vraiment, c'est la musique classique. Il était encouragé par ses parents? Alors regardons un peu ses deux parents. Qu'est-ce qu'il a comme modèle? Il a un homme, son père, certes âgé, un homme de sagesse, un homme de responsabilité, un homme ponctuel et un homme, disons, qui, à 20 ans, était un amoureux de la vie et un explorateur. Et donc, ce goût de l'aventure, Jacques va en hériter. Et il va écouter son père qui raconte des histoires. Ma grand-mère, la mère de Jacques, est un autre modèle. C'est un modèle de générosité, c'est un modèle d'attention à l'autre. Et surtout, c'est quelqu'un qui aime remonter le moral des autres. Et comment le fait-elle? En écrivant de longues lettres. Elle écrit. Et donc Jacques a donc devant lui deux modèles. Le modèle de l'aventure, mais de l'aventure responsable. Et le modèle de la générosité et de l'écriture. Ça va donner Jacques Brel. C'est simple la vie, n'est-ce pas? Comment il écrivait physiquement et intellectuellement? C'est-à-dire quel était le processus créatif? J'ai l'impression que ça passait aussi par tout le corps quand Absolument, oui. L'acte d'écrire passe par le corps, c'est clair. Et je dirais même que l'acte d'écrire passe par le mouvement. C'est un pèlerin, Jacques. Hein? Donc il avance, il marche. Et ça, c'est le mouvement. Il fait un pas à la fois et il avance. Il ne sait pas où il va. Quitte à se tromper. Ça n'a pas d'importance où il va, mais il avance. Okay. Donc il y a cette espèce de mouvement perpétuel. Et dans ce mouvement de pèlerin, il faut qu'il cherche. Et je pense donc que l'acte d'écrire correspond pour lui à un processus de recherche constant du mot le plus juste pour son chemin. C'est surprenant, et Jacques, il est surprenant. Et donc il explique il avoue qu'il écrit debout. Et que pour écrire, il a besoin d'être debout, comme un coq à cracher du feu, et que quand il écrit, eh bien le lendemain, il a mal dans tout le corps, il a mal aux cuisses, et il a mal aux mollets, il a mal dans le dos, parce que son corps a été tendu pour la recherche. Et c'est là où on retrouve ce processus très physique, c'est très sensuel, l'acte d'écrire chez Jacques. Il a besoin de sentir son corps pour trouver le mot, au même titre qu'il fera confiance à son corps pour trouver la gestuelle qui pourra appuyer le mot lors de l'interprétation scénique. Il faut que ça passe par une incarnation. Voilà. Et l'incarnation, en l'occurrence, c'est lui. Est-ce qu'il y a un portrait de femme qui revient toujours, ou finalement, au fur et à mesure de ces rencontres, de ces avancées, ce portrait se redessine sans cesse? Sans rentrer dans des anecdotes de la vie privée, je crois que l'attente de Jacques par rapport à la femme est, je dirais, dans un premier temps, très romantique. C'est un homme secret qui aime le romantisme. Et quand ce premier romantisme donne des premiers signes d'érosion, je pense en fait que toute sa vie, dans chacune de ses rencontres, par des petits indices, on pourrait quand même vraiment dire que Jacques, apprécie la fonction maternelle chez la femme. Et donc pour Jacques, la femme doit attendre, la femme doit bien cuisiner, la femme doit consoler, la femme doit applaudir, la femme doit faire de la couture comme sa mère, et donc être, j'allais dire banalement, mais c'est pas bien de parler comme ça, mais d'être une femme au foyer qui l'attend. Et ça, c'est le rêve de Jacques. Mais c'est vraiment un rêve.
parce que c'est pas jouable. Parce que c'est pas jouable du tout. Et je ne sais pas s'il s'en est rendu compte. Je ne sais pas. Je crois qu'un peu quand même. Et que donc après, il était très déçu et qu'il n'a plus cherché cela. Quel regard il aurait aujourd'hui sur le fait que 40 ans plus tard, on soit toujours amoureux de ces mots et qu'on apprenne encore de son vocabulaire, de ces néologismes qu'il nous a laissés, et que rien ne soit suranné, soit passé, tout est très complètement contemporain. En fait, je crois que Jacques, toute sa vie, a été étonné de ce qu'il provoquait chez l'autre. Et je dirais même que Jacques n'a jamais été conscient, comme vous et moi aujourd'hui, de qui était Brel. Il ne savait pas qui était Brel. Parce que je pense que quand on est à ce point, comme lui, occupé à se dire où vais-je aller et à continuer son chemin de pèlerin, un pèlerin ne regarde pas les traces qu'il a laissées. Ce sont les gens qui suivent qui disent « tiens, ce sont ses empreintes ». Quand Jacques a arrêté le Tour de Champ, il était très étonné de voir qu'il y avait des gens qui avaient un avis sur la chose. En disant, mais pourquoi ils veulent pas ils ne comprenaient pas. C'était l'étonnement. Et je le crois sincère. Parce que ce n'était pas du tout dans l'ordre de ses préoccupations. Jacques n'était pas du tout un ambitieux dans le sens calcul du terme. Il ne calculait rien, Jacques. Il avait envie de boire une bière, il buvait une bière, il avait envie d'écrire un texte, il écrivait le texte. Voilà, il se laissait porter à tout cela. Alors, la question de l'actualité maintenant, de ces mots, j'ai une petite idée, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que c'est en partie dû au fait que Jacques écrit, laisse des textes, mais en fait on connaît énormément sur sa personnalité. Dans les mots qu'il a laissés, les formules, les néologismes, quand on dit Jeff, en gros on pense à Brel, et on ne pense pas à autre chose, ou bien en deuxième lieu, c'est parce que lui est un être humain qui était en cohérence avec ce qu'il écrivait. C'est-à-dire que quand on l'entend en interview, on a l'impression vraiment qu'on parle avec l'auteur de Jeff. Et il est là. Et ça donne une autre dimension. Et je crois qu'on ne peut pas séparer le caractère de Brel, sa personnalité avec son œuvre, et on en revient au livre. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. C'est ce que de toute façon, j'allais rebondir dessus, parce qu'en effet, c'est tout ce qui se dégage de ce Brel auteur et de ce Brel chanteur. On est tout près d'une citation. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Exactement. Et on en revient à Jacques Brel qui avance et qui ne regarde pas derrière lui. Pourtant, on ne peut pas le mettre dans une autre catégorie que celui de l'artiste, mais j'avais l'impression qu'il s'en défendait un petit peu. Ça ne le concernait pas. Oui. Parce qu'il donne beaucoup plus de priorité à l'homme. Donc, et au travail, l'homme, avec son envie de travailler et son souci de perfection, l'homme. Et mon père déteste ces étiquettes. Donc, toute sa vie, il va s'en dégager. Alors, je ne parle même pas de Brel vécu comme flamand, comme français, comme belge, enfin voilà. Mais il déteste les étiquettes parce que une étiquette, c'est un enfermement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il explique qu'il a envie d'arrêter de chanter, parce qu'il est devenu un produit, donc encore une fois une étiquette, puisque pour lui, l'important, c'est le ressenti perpétuel, constant, qui va le nourrir, de vivre une liberté personnelle à chaque instant. Donc il ne peut que refuser les étiquettes. Lui, il estime qu'il est un homme, un être vivant sur la planète, qui a envie, c'est exactement la citation que vous avez vue ici, il a envie de vivre comme il a envie de vivre et sans avoir de compte à rendre à personne. Il est totalement dans une autre cour de récréation, là où les gens se regroupent, lui, il a devant lui un horizon qui n'arrête pas de reculer,
Mais c'est ça pour lui vivre. C'est les projets que l'on a et qui se réaliseront. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, et ça se fera comme il le pense. Est-ce que c'est si simple de commenter l'œuvre de son père? Enfin, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, parce que ça fait tellement longtemps que tout ça était en moi que, en fait, c'était l'unique porte de sortie. Donc, et comme en général, je ne passe pas toutes mes soirées à parler de Jacques quand je fais une salade de tomates, bon, donc je me suis dit, j'étais très contente d'avoir mis ça sur papier. Très contente, mais, et pourtant, c'est tellement peu. C'est tellement peu parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. En fait, il nous ressemble. Oui, il a ses petits mensonges, il a ses lâchetés, il a cette espèce de remords pendant des années et des années sur tout ce qu'il n'a pas fait comme il le voulait, comme nous, je veux dire, voilà. Et c'est vraiment cette simplicité d'homme où je pense où il y a encore beaucoup à dire. Et encore une fois, il y a tellement de livres qui ont parlé d'un homme, soi-disant, qui était mon père et où je ne l'ai jamais retrouvé à travers les lignes. Il y a des tas de gens qui écrivent des livres sur mon père. Je n'ai jamais rencontré ces gens et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je me suis dit à un moment donné, il faut... Voilà, le moment est venu. J'avais l'impression que dans l'air du temps, mais vraiment au sens propre, que dans l'air du temps, il y avait une fenêtre pour autre chose et je l'ai ouverte. France, merci. Merci mille fois. Mais avec plaisir, c'était une joie. Je pense que, en fait, sortir de ces 40 ans pour lui, c'est sortir de l'étiquette chanteur. Pour devenir... pour moi, il rentre dans l'histoire. Je ne vais pas commencer à me la péter. Hein, non, mais je vois très bien ce que je voulais dire. C'est que dans le fond, ce n'est plus les anecdotes de Brel, le chanteur et l'artiste, c'est la trace d'un homme qui rentre dans l'histoire. Et c'est tout autre chose. Jacques est décédé, on n'a rien dit, on a laissé dire. Eh bien, avec de la patience, après 40 ans, oui, maintenant on peut commencer un peu à dire. Et ceci était mon test. Donc, comment les gens vont supporter que je ne dise pas la même chose que les autres. Et j'ai un tout petit peu dosé, quoi, voilà. Et... Non, mais ce que j'ai fait toute seule, c'est 40 ans d'archives. Et donc là, on bascule dans autre chose. Voilà. Et moi, j'ai tout fait tard dans ma vie. Donc, voilà, chacun son truc. Il y a des gens, ils explosent à 25 ans. Et moi, je débute à 65. Et en fait, c'était le gars, un des gars qui, sur le tarmac à Roissy, avait porté le cercueil de mon père pour le mettre dans l'avion. Mais oui. Mais il y a des histoires que j'entends. Mais oui. Ah oui, mais j'ai plein de frissons tout le temps. Et alors moi, je demande que les prénoms, hein, les noms de famille, je m'en fous. Mais après, ça sera dans mon histoire, parce que pour rendre tangibles les choses, quoi. Alors, et j'ai déjà rencontré la douanière en plus, c'est extraordinaire, quoi. Donc, je vais tous les voir, quoi. Alors il me dit, mais je pensais que vous étiez dans l'avion. Je dis, mais non, je n'étais pas dans l'avion, moi.